Les zombies enquêtent sur les morts vivants, un fantasme en Occident, une croyance ancestrale en Haïti. On en parle dans le Grand Angle aujourd'hui. Avec l'invité du Grand Angle, Philippe Charlier. Bonsoir. Bonsoir. Alors Philippe Charlier, vous êtes médecin légiste, vous avez notamment pratiqué de nombreuses autopsies judiciaires, mais vous êtes aussi anthropologue, une sorte d'archéologue des morts, un paléopathologiste, mais pas seulement. Vous êtes passionné en tout cas par l'étude des restes humains, et aussi d'ailleurs des morts, des gens qui viennent de mourir, mais aussi des restes humains. Certains médias vous ont surnommé l'Indiana Jones des cimetières. Je ne sais pas si vous acceptez le qualificatif. Vous êtes un familier des squelettes, des crânes, des momies. Bref, vous essayez de faire parler les morts. Vous avez par exemple identifié un crâne comme étant celui du roi Henri IV. C'est une thèse qui a été contestée, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc très naturellement, si j'ose dire, vous vous êtes intéressé aux zombies. Vous publiez aux éditions Taillandier « Zombies, une enquête sur les morts vivants ». Et vous l'écrivez, la patrie des morts vivants, c'est Haïti. Donc vous allez mener votre enquête en Haïti. Mais première question, pourquoi cette île des Caraïbes est-elle devenue, ou est-elle encore, la terre des zombies ? C'est un endroit magique, et c'est d'ailleurs l'île magique, c'est un des surnoms de Haïti. C'est un pays qui est à la confluence entre des croyances ancestrales d'Afrique subsaharienne et puis également un fond, on va dire, catholique. Parce qu'au moment du transfert des esclaves et du peuplement de ce peuple qui va travailler sous le joug des Européens dans l'ancienne île de Saint-Domingue, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et on a eu une mixité entre les deux croyances et la naissance d'une religion à part entière, qui est celle du vaudou, qui pratique vraiment des rituels et qui amalgame des croyances entre ces deux religions primordiales. Alors, vaudou qui a des racines africaines, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, le zombie, un zombie, comment est-ce qu'on pourrait définir un zombie? Il y a trois zombies, en fait, différents. Le zombie, c'est quelqu'un qui est considéré socialement comme ayant été mort, étant ressuscité et comme revenant d'entre les morts. C'est un qualificatif qui n'est pas biologique, c'est social, c'est une mort sociale. Et c'est en ça que sur le plan anthropologique, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, souvent, des Haïtiens sont mis à mort d'une certaine manière, et puis ils sont ressuscités quelques heures plus tard, et ils entretiennent la légende. Le zombie classique, celui qu'on connaît, c'est quelqu'un qui a été jugé par une société secrète, qu'on appelle les Bisangos, par exemple, ou Chanterelles, et cette société va faire une sorte de jugement de l'individu qui va plus vite, si je peux dire, que la justice classique haïtienne. Et on va le droguer à son insu, et on va le mettre dans un état de mort apparente. Et cette personne, ensuite, va être enterrée, mise dans un cercueil, et sortie la nuit après de son cercueil. Elle n'est qu'en état de mort apparente, mais extérieurement, on a l'impression qu'elle est morte. Et ce sorcier qui provoque cette mise à mort factice, qu'on appelle un beau corps, va ressortir le corps et continuer à donner des substances qui vont maintenir cet individu. On parle d'un poison qui provient du poisson. Oui, voilà, un poisson zombie qui vient d'un poisson, en l'occurrence, c'est la tétrodotoxine, et le poisson s'appelle le fougou. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres substances, notamment de la bave de crapaud ou autres, qui permettent le passage de la peau à cette substance. C'est un procédé qui est complexe et en plus, il faut y croire. Il y a une partie rituelle, une partie psychologique extrêmement importante. Et on peut dire que ça a pris, j'allais dire, particulièrement en Haïti, parce que la mort est partout en Haïti. On dit à nous pour la rue, on nous dit Mounio, mais nous, c'est nous zombies. Zombies là, dans le jour à venir, nous tout apprenons à rien net, nous quand on a entre nous, dans tous les départements, dans tous les cimetières, on a pour avoir un zombie. Tout le monde a pris exemple pour Alphonse de Jovenel Moïse, les bananes, c'est nous, mais nous. Est-ce que papa nous n'est bananes? Les zombies, c'est nous. La transformée en vampire. Si papa nous n'est bananes, la poule est grignon. Il y a mon diaspora qui voulait retourner la caillou. Pour yon ka faire ça sans qu'il saute. Pour diaspora venir faire business, créer job, participer tout bon vrai dans le développement pays. M'envoyer un gros coup de chapeau pour toute institution à autorité dans l'État pour le travail fait qui permet l'aboutissement du processus électoral. Aïe bobo pour nous, messieurs dames. Compatriotes, moi, Il sera personnel car le sauvetage est collectif. C'est avec une immense joie que je me retrouve avec vous ce matin
pour participer dans ce temple sacré, la respectable loge L'Amitié des Frères Réunis numéro 1 à la fête de l'ordre maçonnique haïtien. Ma joie est d'autant plus grande que depuis mon investiture comme grand protecteur de l'ordre se déroule en ma présence cette grande solennité sous le signe de la fraternité retrouvée entre des frères qui pendant 14 ans ont souffert dans leur cœur et dans leur âme les affres de la division. Philippe Charlier, bonjour. Bonjour Marina. Vous êtes médecin légiste et anthropologue. En l'occurrence, c'est plutôt à l'anthropologue là que je m'adresse, puisque vous publiez Zombie, une enquête sur les morts vivants chez Talandier, une enquête que vous êtes allé mener en Haïti sur les traces donc de ces morts vivants. C'est vrai que pour tout le monde, en général, les zombies, c'est quelque chose de totalement fantasmatique qui n'existe que dans les films, et pourtant, c'est une réalité. Alors ce qui est intéressant, c'est d'explorer ce mythe avec un regard qui est en effet à la fois médico-légal et anthropologiste. Et ce double regard permet d'appréhender ça de façon très cartésienne. Moi, ce qui m'intéressait, c'est un retour aux sources. Que représentent ces individus considérés socialement en Haïti comme des zombies, comme des morts vivants? Il y a plusieurs explications possibles, plusieurs regards possibles, mais il fallait vraiment aller enquêter dans des cimetières, aller enquêter dans des temples vaudous, aller enquêter également auprès de juristes, d'anthropologues et de médecins qui soignent ces zombies. Mais le terme finalement de mort vivant est assez juste. Le terme de mort vivant est assez juste, c'est un mort social. Le vrai terme, c'est ça, c'est un mort social. C'est quelqu'un à qui on a infligé une sanction qui est pire que la mort. On lui a fait vivre ses funérailles, on dit que les funérailles ont été chantées. En fait, c'est une substance qui est une toxine, principalement une neurotoxine qui est la tétrodotoxine, extraite d'un poisson, le fougou, le foufou aussi, qui est distillée un petit peu, on en met dans vos chaussures par exemple, et on l'associe avec d'autres substances qui vont être urticariantes, qui vont provoquer un franchissement de la peau de cette substance. Et quelques heures plus tard, ça va déclencher chez vous un état de mort apparente. Mais vous allez rester totalement conscient, avec un ralentissement complet de vos fonctions de survie. Le cœur, la respiration, etc. Et vous allez être enterré, vivre complètement vos funérailles, donc vous êtes pleinement conscient, vous pouvez même les raconter a posteriori, vous êtes enterré ensuite, les funérailles sont donc chantées, et dans la nuit, le sorcier, qu'on appelle le Bokor, accompagné de ses aides, va sortir le corps de la tombe, extraire le cadavre, entre guillemets, du cercueil, le ranimer en le mettant la tête en bas, en le flagellant. Il y a une analogie qui est sociale cette fois-ci entre cet ancien mort, si on peut dire, qui est soi-disant ramené à la vie, mais en fait il n'est pas mort, et un esclave. On va changer son nom, et puis on va continuer à le maintenir dans un état d'hébétude, de façon prolongée. Il va travailler dans une autre partie de l'île, dans des rizières, dans des cannes à sucre, ou même dans des usines, mais on va le priver de sel, par exemple, pendant toute sa deuxième existence. Et cette hyponatrémie chronique, plus ou moins associée à la prise d'autres toxiques, va le maintenir vraiment dans un état d'hébétude. Il ne va pas pouvoir s'enfuir. Qu'est-ce qui vous fait dire que tout ça n'est pas une légende ? Parce que, heureusement, j'ai des confrères médecins ou anthropologues qui travaillent sur de tels patients à l'hospice psychiatrique de Port-au-Prince ou encore dans d'autres institutions à Jacmel ou à Cap-Haïtien, donc respectivement au sud et au nord de l'île. Il y a des patients qui sont retrouvés plusieurs années ou mois après leur funérailles et qui sont considérés comme les bonnes personnes par leur famille. C'est ça qui est intéressant. Et dans les tombes, on trouve quoi dans ce cas-là? Des cailloux. Des cercueils remplis de cailloux, remplis de bouteilles vides ou par un autre corps. On enterre un enfant et on retrouve un adulte dans le cercueil ou vice-versa, ce genre de choses. On reste zombie toute sa vie ou est-ce qu'on peut être dézombéifié? Alors, on peut être dézombéifié à partir du moment où on est reconnu par sa famille, à partir du moment où on est traité médicalement, etc. C'est-à-dire qu'il faut traiter l'empoisonnement? Il faut traiter l'empoisonnement, il faut aussi restituer une existence sanitaire complète à l'individu. Mais une fois que le certificat de décès a été établi, d'ailleurs généralement pas par un médecin, mais par 2 témoins, c'est le système c'est ça qui explique aussi qu'on puisse aussi facilement enterrer quelqu'un. Il n'y a pas besoin de médecin pour déclarer un décès en Haïti. Exactement. Et vous précisez qu'il n'y a quand même que 2 médecins légistes en Haïti. Il y a 2 médecins légistes pour l'instant en Haïti. Il y en a d'autres qui sont en train d'être formés, mais ça sera utile d'en avoir certainement beaucoup plus. Eh bien, une fois qu'on a établi un certificat de décès, on ne peut pas faire un certificat de renaissance ou autre chose. Ça n'existe évidemment pas légalement. Donc j'ai notamment rencontré un avocat, Maître Gentil, qui lui se pose la question de savoir comment donner une véritable existence à ces gens-là. Ils sont dans la loi, les zombies, ou pas ?
Ils sont hors loi. Mais dans les textes de loi, ça n'existe pas? Alors, il y a un texte de loi qui parle de provoquer un état de mort apparente, une catalepsie ou équivalent chez certains individus, qui est puni d'emprisonnement, et c'est même considéré comme un homicide si jamais la personne finit par être enterrée. Donc ça existe dans les textes de loi, mais ce n'est pas toujours utilisé. Ce qui est amusant, c'est de voir que ces critères qui définissent le zombie socialement en Haïti, on pourrait également les exploiter et les utiliser ici même en France, pour des individus jugés morts socialement. Je pense à des sans domicile fixe, je pense à des exclus ou autres. Donc le mot zombie, évidemment, il fait fantasmer, mais il faut aller au-delà, il faut aller dans la mort sociale. Ces individus qui sont dans la rue présentent, non pas pour les mêmes raisons, c'est pas des toxiques, c'est autre chose, mais il y a cette exclusion de la société qui a deux facettes différentes. Une facette occidentale, on la connaît, et une autre facette qui est caraïbe, mais qui tire ses origines d'Afrique noire, en l'occurrence, et du Bénin. Alors maintenant qu'on a compris ce que c'était qu'un zombie, pourquoi est-ce que on vous zombifie? Voilà, on vous zombifie. Pourquoi est-ce qu'on rend zombie certaines personnes en Haïti? Sorcier, là, pourquoi ils travaillent? C'est une sanction. C'est une sanction judiciaire. Alors, c'est pas la justice légale, officielle. C'est une sanction du vaudou haïtien, qui est très spécifique, qui tire ses origines d'Afrique, avec un fond catholique surajouté. Vous êtes en conflit avec quelqu'un, on va essayer de rendre les parties heureuses, mais finalement ça ne marche pas. Du coup, un des deux partisans va aller voir une société secrète, comme les Bizangos par exemple, qui sont les descendants des anciens esclaves ayant obtenu la liberté de l'île avec Toussaint Louverture, et ces sociétés secrètes vont condamner à une sanction qui est pire que la mort l'individu en cause. Et donc, ils vont d'abord essayer de le raisonner, ils vont le convoquer de force. Hein. Et puis, si jamais la personne tient tête, eh bien, on va provoquer cette zombification qui est vraiment vécue comme pire que la mort, parce que la personne assiste à ses funérailles et ensuite vit une deuxième existence qui peut être très longue. Et, rencontrer une femme, par exemple, zombie, qui est même tombée enceinte de son ravisseur, et puis d'autres qui ont été dézombifiés, si on peut dire, comme Clervius Narcisse, qui est assez célèbre, et qui, lui, a même pu se remarier, il a même pu obtenir, lui, un passeport et voyager ensuite aux États-Unis. Mais pour ceux qui retrouvent leur famille ou que leur famille reconnaissent, en général, c'est quoi? C'est un énorme soulagement, c'est le bonheur, ou est-ce que ça se passe comment? Ça dépend. Il y a une femme considérée comme zombie que j'ai rencontrée qui a été reconnue par ses enfants, par sa sœur qui est religieuse, mais son mari ne l'a pas reconnue, ne veut pas la voir. Peut-être est-il en cause, je ne sais pas. On n'a pas tous les détails, hélas. Puis c'est difficile de délier les langues. Mais ce qui est assez amusant de voir aussi, c'est que parfois ce sont des faux zombies, des vrais faux zombies. On sait que quelqu'un est mort, on sait que quelqu'un a été enterré, mais c'est quelqu'un qui se fait passer pour la personne décédée qui vient parce que socialement elle est importante, parce qu'il y a une place à prendre dans la famille, parce qu'il faut un chef de famille, ou il faut un homme, ou il faut une femme en fonction des circonstances, et donc quelqu'un socialement décide de passer pour un zombie, de revenir soi-disant des morts, mais en fait il vient d'une autre famille ou d'un autre coin de l'île, pour combler une case manquante. Est-ce que ça peut être l'inverse? Est-ce qu'il peut y avoir des vrais faux zombies qui ne sont pas des zombies, mais des vrais malades psychiatriques? Il y en a aussi, et notamment à l'hospice psychiatrique de Port-au-Prince, il y en a notamment une qui dessine des signes kabbalistiques un petit peu partout, qu'on appelle des VV du dieu de la mort, qui est Baron Samedi, et de sa femme, Dame Brigitte. Elle les dessine un petit peu partout sur les murs. Il y a 3 zombies en effet. Le zombie toxique, je vous l'ai dit, le zombie qui est social, et puis le dernier zombie qui, lui, est psychiatrique. Et ces 3-là, parfois, s'interpénètrent l'un et l'autre, ce qui complexifie un peu les cas. Et juste une chose, ça c'est pour le médecin légiste, ils sont enterrés dans des cercueils. Oui. Et combien de temps on peut rester? Parce que c'est quand même hermétique un cercueil. C'est plus ou moins hermétique, hein. Ça dépend où c'est fait, comment c'est fait et la qualité du cercueil. Il faut déterrer dans les quelques heures quand même. C'est une question d'heure, exactement. Généralement, la personne, quand elle meurt le matin, elle est enterrée dans la journée pour des questions d'hygiène, de température, et dans la nuit, elle est récupérée par le Bocor. Et vous avez rencontré des zombies qui sont sortis d'affaires et qui vont bien? Et qui vont bien, notamment un confrère, médecin, Jacques Ravix. Alors il va bien, il a quand même quelques petites séquelles. Hein. Il était médecin à Besançon et ensuite il est reparti en Haïti. Et lui a été, a priori, zombifié par sa belle-mère, en l'occurrence. Et il a des séquelles neurologiques, mais comme il est médecin, il est encore plus assidu et précis pour décrire tous les signes de l'intoxication et ce qu'il a vécu directement dans son cercueil. Et à mener une enquête là-dessus, vous n'avez pas eu peur d'être zombifié? Non, parce que je suis un intervenant extérieur et puis non, ça va. Ça va. Mais attention, je mets les mains quand même. C'est absolument passionnant. Honnêtement, je recommande cette lecture à tout le monde. C'est un vrai choc. Philippe Charlier, zombie, enquête sur les morts vivants. C'est au Talendier. On apprend plein de choses. Merci beaucoup.
Psychotropes qui, eux, modifient la perception et l'état de conscience. Bonjour Jacques. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Jacques Ravix, médecin, dit avoir été empoisonné en 1994. Il me décrit tous ses symptômes. Oui. Tous mes tissus, j'avais toute une série de tissus qui ont pourri. Oui. Mais pourri, une pourriture nauséabonde, infecte. Dans votre bouche, par exemple? Dans ma bouche, par exemple. Et il m'est arrivé d'enlever ces tissus avec ma main et qui prenaient la forme de ma bouche. D'accord. Des tissus nécrosés et puants. C'était épouvantable. Jacques raconte qu'on lui aurait administré un poison, un cocktail de toxines, dont le principal ingrédient serait la tétrodotoxine. C'est une drogue qu'on extrait du foie d'un poisson, qu'on appelle le froufrou. C'est le fugu chez les Japonais. C'est le même poisson. Oui. Et dans le foie se trouve la réserve de tétrodotoxine. D'accord. Et on prend un crapaud. Un crapaud? Un crapaud que l'on met au contact d'une couleuvre. Oui. Et on excite le crapaud jusqu'à ce qu'il crève de rage. Parce qu'il a une peur bleue, la couleuvre. On prélève le venin, que l'on mélange à la tétrodotoxine, ce qui fait que le sujet qui est intoxiqué a souvent des boutons d'un type très particulier que j'ai connu, que j'ai eu moi. Le crapaud est utilisé ici pour ses propriétés très urticantes. Le sujet, en se grattant, ouvre des plaies qui sont autant de voies de passage dans le sang pour la tétrodotoxine. La tétrodotoxine, c'est une molécule incroyable. J'ai vu des gens mourir intoxiqués par la tétrodotoxine en quelques minutes, mais on peut vous intoxiquer progressivement. C'est-à-dire, on vous donne de minuscules doses, jusqu'à obtenir un effet où le sujet n'est ni un vivant, ni un mort. Et comment est-ce que vous avez été intoxiqué? Un jour, comme ça, dans votre café? On m'a administré la dose progressivement chaque jour dans mon bureau. Et chaque fois que je posais mon bras sur l'accoudoir du bureau, incroyable, je me faisais empoisonner à l'aide d'une poudre qu'on avait répandue sur l'accoudoir de ma chaise. Donc ça passait à travers la peau? Exactement. Et puis je suis rentré dans une sorte de coma. D'accord. Mais pendant ce coma, j'ai pu me manger, m'habiller, faire un tas de choses en étant totalement inconscient. Vous étiez léthargique, en fait? Léthargique. On trouve le poisson fugu dans la mer du Japon, mais aussi dans les eaux caribéennes. La tétrodotoxine, le principe actif majeur du poison zombie, est donc là, à portée de main. Afin de mieux cerner les effets de la tétrodotoxine, aussi appelée TTX, et comprendre les fondements scientifiques de ces intoxications, je rencontre Julien Barbier. Il est chercheur à l'Institut de biologie et technologie du CEA, spécialisé dans les risques bioterroristes. Des petits échantillons comme ça, déjà assez petits, il faut les retrouver. Dans ce flacon qui contient de la tétrodotoxine, il y a 1 milligramme, de quoi probablement tuer 1 ou 2 personnes. C'est ce qu'on voit ici. Voilà, un petit dépôt qui est placé au fond du tube. C'est marrant le sourire pervers avec lequel vous dites ça, c'est tout à fait flippant. La tétrodotoxine agit sur le système nerveux. Exactement. Elle est capable de se fixer sur les terminaisons nerveuses et de bloquer la propagation du message nerveux, aussi bien au niveau des nerfs sensitifs que des nerfs moteurs. Donc du coup, sans soin médical, la personne peut donc mourir, que ce soit à la morgue ou à l'hôpital ou encore même dans son cercueil. Dans la plupart des cas graves, les symptômes apparaissent en moins de 2 heures. Et si les patients ne sont pas traités pour les soulager au niveau des problèmes respiratoires, le décès peut survenir. Quel est le tableau clinique d'une intoxication à la tétrodotoxine?
Alors, les intoxications à la tétrodotoxine sont classées en 4 niveaux cliniques suivant le niveau de gravité. Donc, le premier niveau correspond à un engourdissement en fait, de la zone périorale avec l'apparition de fourmillements au niveau des lèvres. Et ça, c'est justement ce qui est recherché par certains consommateurs de fugu au Japon, cette sensation de picotement. C'est vrai. Normalement, le cuisinier doit laisser une petite partie de TTX pour entraîner ce petit fourmillement, ce petit picotement des lèvres. Mais c'est quand même le jeu de la mort, c'est dangereux. Exactement. Et alors, des niveaux plus graves? Alors, au niveau 2, on a un engourdissement de la langue et des muscles du visage qui apparaît, avec une paralysie motrice qui touche les troubles de la coordination des mouvements, et également des problèmes d'élocution. Et le grade 4, le grade le plus grave, que représente-t-il? Alors, les gens présentent une détresse respiratoire sévère, ont un rythme cardiaque qui est fortement ralenti, et ça peut entraîner donc une perte de conscience et éventuellement la mort des patients. Donc ça, c'est l'état de mort apparent. On considère qu'ils sont décédés et ils peuvent être enterrés, alors qu'en fait, ils sont encore vivants. Oui, alors on peut imaginer qu'au siècle dernier, ou dans les pays avec un système de santé précaire, cet aspect de mort apparente ait conduit les médecins à diagnostiquer la mort, alors que ce n'est pas possible de nos jours dans un hôpital où il suffit d'un monitoring pour s'apercevoir que la personne est toujours vivante. Les zombies sont décrits comme dans un état d'hébétude chronique. Est-ce que ça peut être une des conséquences, une des séquelles neurologiques de l'intoxication à la tétrodotoxine? Non, les gens qui guérissent sortent en général de l'hôpital en moins de 5 jours, sans séquelles. C'est le temps nécessaire à l'organisme pour éliminer la toxine. L'histoire de ce zombie a commencé ici, dans le cimetière de Leicester. Je suis accompagné du vieux fossoyeur. Il se souvient encore de l'emplacement de la tombe d'où se serait relevé Clervius Narcisse, le zombie. Mets Tom. C'est celle-là? Ouais. Excellent. Ça, c'est pieds. Ouais. Ça, c'est tête, là. Donc les pieds ici, la tête là. Amen. D'accord. Amen. Clervius Narcisse est officiellement mort et enterré en 1962. Pourtant, 18 ans plus tard, il réapparaît bien vivant. Une enquête sociale, administrative et policière impliquant des services européens a établi que sa zombification avait été commanditée par son frère à la suite d'une discorde au sujet d'un héritage. Il a déclaré avoir été conscient durant tout son enterrement, puis maintenu en captivité dans un champ de canne à sucre. Et s'il est revenu parmi les siens, c'est parce qu'il aurait réussi à tromper la vigilance de ses geôliers, en arrêtant d'absorber les drogues journalières qui le maintenaient dans un état second. À sa réapparition en 1980, Clervius Narcisse a été conduit au centre de psychiatrie et de neurologie de Port-au-Prince. Aujourd'hui, dans la capitale d'Haïti, le cas d'une femme passionne une équipe universitaire composée d'un psychiatre, d'un sociologue du CNRS et d'un juriste. C'est la patiente d'un médecin psychiatre, le docteur Girard. Il la soigne depuis 1 an et se pose une question typiquement haïtienne. S'agit-il d'un cas psychiatrique ou d'une réelle zombification? Et pour cette patiente, on dispose de son acte de décès. Oui. Et qu'est-ce qu'on lit dessus? Décès de... AD. AD. Le 25 juillet 2007. Et nous sommes en 2014, ça fait à peu près 7 ans. Et là, les 2 témoins sont notamment un membre de sa famille, si je vois. Et puis avec un cousin. Et un cousin. D'accord. Donc on est sûr et certain qu'elle avait un état de mort au sens médical. Apparente. Apparente, exactement. Sauf que elle réapparaît quelques années plus tard. C'est donc uniquement sur la base d'un simple acte de décès que tous les spécialistes qui se sont penchés sur cette patiente ont supposé être en présence d'un cas de zombie. Le docteur Girard, lui, n'en néglige pas pour autant un diagnostic psychiatrique et il a fait réaliser des examens médicaux. Tracé suggestif de multiples foyers irritatifs, en gros épileptiques, aucun signe de coma anoxique. Donc elle serait en fait en permanence en train de faire de petites crises convulsives, des petites crises d'épilepsie. Bon. Après-midi, amener le monde pour venir voir. Seule une enquête sociale permettrait de savoir si l'acte de décès est authentique et s'il se rapporte réellement à cette patiente. Ni les poisons, ni la médecine n'expliquent la force de ces histoires en Haïti. Le zombie haïtien est indissociable de valeurs spirituelles, profondément ancrées dans l'imaginaire de l'île.